Salut les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev de soi, où on parle de développement personnel, mais aussi de développement professionnel, puisque bien évidemment quand on se développe soi, ça a un impact sur toutes nos sphères de vie, sur tout ce que l'on fait, ce que l'on est, ce que l'on dit, ce que l'on pense. Donc voilà, un espace de développement de soi au global. Comme on est au mois de février, au moment où j'enregistre cet épisode, eh bien, j'ai eu envie de parler d'amour et de relations amoureuses, ce qui n'est pas vraiment courant sur ma chaîne de podcast, parce que tout simplement, il y a la Saint-Valentin qui arrive. Il y a des gens en couple, il y a des gens célibataires, et je trouve que c'est un sujet intéressant puisque la relation amoureuse, elle met en exergue énormément de choses chez nous, des schémas, des peurs, des blessures, des envies, des espoirs, un système de valeurs, un système comportemental. Et j'ai eu envie d'enregistrer un épisode en lien avec la vision que moi, j'ai du couple, de la relation amoureuse, et en tout cas l'intention que j'y mets, ma volonté, mon orientation, la direction que j'ai envie de donner à la relation amoureuse. Je vais essayer de le parcourir en 7 points. 7 points qui sont des points qui nous montrent qu'en fait, la relation amoureuse peut être un espace de développement de soi, de développement personnel. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais ça veut dire qu'il y a ce potentiel dans la relation amoureuse, de par la proximité, l'intimité et ce qu'elle vient toucher chez nous de très intime, de très personnel, de profond, d'aller explorer, d'aller travailler, d'aller se développer, grandir ensemble. C'est un potentiel qui est là, on ne l'active pas toujours et tout le monde n'est pas toujours d'accord pour l'activer ou pour vivre la relation avec ce partage. Donc en fait, c'est tout à fait possible de vivre une relation avec quelqu'un de très terre à terre, qui n'est pas un grand communicant et qui n'a pas spécialement envie de philosopher, d'intellectualiser, d'introspecter la relation. Mais si c'est OK pour vous, eh bien, vous pouvez tout à fait faire ce travail de votre côté. Et de toute façon, la vie, c'est une systémie. Et quand on a un maillon, un engrenage, un élément de la mécanique qui bouge, en l'occurrence vous, ça fait non, j'espère pas que ça fait boucher, mais ça fait bouger votre entourage également. Quand on travaille sur du transgénérationnel, quand on fait vraiment un travail de fond, de conscientisation, de libération, ça fait bouger la famille autour, notamment les premiers parents, avec qui on est en contact. C'est vrai, c'est la même chose dans la relation amoureuse, c'est-à-dire que si vous faites un travail sur vous de conscientisation, d'amener un peu de lumière, de la conscience dans la relation, et que vous êtes à même de pouvoir regarder ce qui se joue en vous et ce qui vient être activé dans votre propre système par l'autre, et que avec une prise de hauteur, vous comprenez et du coup vous êtes capable de réorienter vos comportements et vos paroles et un peu plus tard vos pensées, eh bien l'autre aussi il va évoluer puisqu'il va trouver en face de lui un autre type de miroir et finalement vous allez lui montrer autre chose de lui, ça va le faire bouger. Voilà, je voulais simplement ouvrir cette parenthèse parce que il se peut que vous, si vous écoutez ce podcast, vous soyez intéressé par tous ces aspects de développement personnel. Il se peut que vous soyez aujourd'hui ou plus tard, ou dans le passé, que vous ayez été avec une personne qui en est pas là et ça lui plaît pas spécialement de faire ce travail-là. Donc sachez que de toute façon, quand ça bouge chez vous, ça bouge chez l'autre. Ça peut être pour le mieux, c'est-à-dire que l'autre va bouger et ça va évoluer avec vous et du coup les deux êtres sont en train de grandir et il y a une espèce d'alignement, une évolution en parallèle qui se fait. Il se peut aussi que si vous bougez beaucoup dans votre intériorité, qu'à un moment il y ait un décalage de vision de la vie, il y a un décalage de conscience, mais c'est pas un gros mot pour l'autre, c'est simplement que vous prenez du plaisir, ou en tout cas vous faites ce travail-là d'aller regarder certains aspects de l'être et de la vie. Et si l'autre n'y a pas été, il se peut qu'à un moment donné, il y ait des incompréhensions,
des besoins différents et finalement des chemins de vie qui, dans la relation, peuvent devenir de moins en moins compatibles. Et ça, c'est OK aussi. Ça peut être pour toute la vie et les chemins s'éloignent, mais ça peut être aussi pour une période où l'un dans la relation, une des personnes de la relation a fait un travail, a avancé, et du coup elle a une nouvelle vision, des nouveaux besoins, des nouveaux projets dans la vie et donc dans la relation amoureuse. Et peut-être que l'autre personne a besoin de plus de temps pour clôturer un autre chapitre de sa vie, une autre étape de maturité, de l'être, mais ça fait un peu égo spirituel de dire ça, peut-être que simplement elle a encore besoin d'expérimenter pendant quelques mois, quelques années, euh, un chapitre de sa vie dans laquelle elle est, une période, et que vous avez déjà dépassé, et vous êtes sur autre chose. Voilà. Donc tout ce que je livre là, hein, c'est neutre, c'est ni bien ni mal, il y a personne qui est supérieur à l'autre, c'est simplement des faits, en fait. Le premier point, à propos de cet aspect atelier de développement personnel, peut être la relation, c'est tout simplement que l'autre est un miroir de soi. Donc en fait, à chaque instant, son ou sa partenaire, mon ou ma partenaire, va refléter ce que je suis dans l'instant. Va refléter mes forces, va refléter mes faiblesses, va refléter mes blessures, va refléter mes insécurités, va refléter mes besoins, va refléter mes valeurs, va refléter mes frustrations dans la vie, mes envies, mes espoirs, mes désirs. En fait, tout ce qui va émerger, ça va parler de ma carte du monde, comme on dit en PNL, et en fait, ça va parler tout simplement de ce qui est important pour nous, tant dans la projective, c'est-à-dire dans ce que l'on a envie de construire dans la relation et ce que l'on a envie de construire et d'amener dans notre vie, que dans la réflexive, c'est-à-dire dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on a été blessé et dans ce qui a besoin d'être aimé, guéri. Donc, la relation amoureuse est tout simplement et basiquement un espace de développement personnel pour ça, parce que l'autre va venir nous montrer où on en est, ce que l'on ressent, ce que l'on est, pour l'agréable et le désagréable, le positif et le négatif, euh, voilà. Donc, tout simplement. Ça veut pas dire qu'on va être tout le temps extrêmement conscient de tout ce qui se joue, surtout que dans la relation amoureuse, il y a une proximité qui facilite la réaction, réagir à l'autre, réagir, et, et, euh, et plutôt on réfléchit un peu après, et ensuite on arrive à agir. Voilà. Ce qui est plus facile dans la vie professionnelle ou dans la vie amicale, de prendre quelques secondes, de voir qu'on pourrait réagir et de choisir d'agir. C'est aussi possible dans la relation amoureuse, mais la proximité émotionnelle, et comme l'autre est un miroir de soi, ça va venir plus facilement, plus souvent nous faire réagir euh, sur voilà, notre système de valeurs, sur nos besoins, sur nos blessures, nos insécurités, etc. Le deuxième point que l'on peut dire, et pourquoi c'est un atelier de développement personnel, la relation, c'est que on va apprendre, ou on pourrait apprendre en tout cas dans la relation, à communiquer. Donc voilà, si on reprend le point du miroir de soi, hein, au lieu de réagir en mode défense, ou bien soit par la parole blessante, soit en boudant, en se mettant dans son coin, en alimentant des tensions, et bien justement, le point 2, c'est la communication authentique. On va chercher à amener de l'introspection, de l'évolution et de la compréhension dans le couple par la communication. On va chercher à exprimer ses émotions par rapport à ce qui est fait, observé, dans une situation avec l'autre, avec l'amoureux ou l'amoureuse. On va exprimer ce que l'on ressent par rapport à ça. Et derrière chaque émotion, il y a toujours un besoin. Donc on va pouvoir petit à petit, avec une communication authentique, amener une expression de ses sentiments, émotions et de ses besoins. Une émotion agréable, c'est un besoin qui est comblé. Par exemple, voilà, imaginons votre bien-aimé prend le temps de déjeuner avec vous un jour où vous travaillez, il s'est libéré, il est venu sur votre lieu de travail, vous déjeunez ensemble, vous éprouvez beaucoup de joie,
eh bien c'est votre besoin peut-être de partage, votre besoin de connexion, votre besoin de temps de qualité ou autre, ou besoin d'estime qui est comblé. Ça, on peut l'exprimer. Ça va être vrai aussi, à l'inverse, dans une émotion désagréable qui parle d'un besoin qui cherche à être comblé. Donc, si la personne que vous aimez ne prend jamais le temps de venir déjeuner avec vous au travail, même quand elle est en jour de repos et que c'est important pour vous, vous pouvez lui exprimer votre besoin de partage, votre besoin de connexion, votre besoin de vous sentir estimé, important, etc. Euh, voilà, ça va vraiment ouvrir la communication. Donc, pour aller explorer cette communication ouverte, authentique, euh, qui s'épure un peu des jugements, des peurs, et finalement qui nous amène à plus de maturité émotionnelle et de compréhension de l'autre, il y a deux grands principes que moi j'amène beaucoup dans les coachings avec les personnes que j'accompagne ou en formation en entreprise. Ça va être l'écoute active et la communication non violente. L'écoute active, c'est le fait déjà de faire preuve d'empathie, avoir cette volonté de se mettre à la place de l'autre pour voir le monde depuis son point de vue, ses perspectives. Pour emprunter ses lunettes, mettre nos pieds dans ses chaussures, prenez la métaphore que vous voulez. Dans l'écoute active, il y a l'empathie et il y a encore 4 autres composantes qui sont les questions ouvertes, c'est-à-dire que pour ouvrir la discussion, plutôt que de poser des questions avec est-ce que qui se répondent par oui ou par non, on va poser des questions ouvertes. C'est le CQQ, c'est occupé. Comment, qui, quoi, combien, où, pourquoi et quand. Voilà. Toutes ces questions ouvertes vont faire parler, vont permettre d'ouvrir le dialogue et d'avoir des informations et que l'autre puisse s'exprimer. Troisième composante, on a l'empathie, on a les questions ouvertes, on a la reformulation. L'autre, ce qu'il me dit, de temps en temps, je vais le reformuler, ça va lui permettre de se sentir écouté, ça va me permettre de m'assurer que j'ai bien compris ce qu'il a dit, et ça va lui permettre à lui de s'entendre parler, et peut-être du coup de corriger ses propos, de les ajuster. Par exemple, si la personne vous fait un reproche et que vous le reformulez mot pour mot, et que finalement ce reproche était en réaction par rapport à une émotion et donc un besoin non exprimé, et ben en fait la personne elle va s'entendre parler, elle va voir qu'en fait c'était dur et que ça correspondait pas vraiment à ce qu'elle voulait dire, elle va pouvoir aussi du coup ajuster. Empathie, question ouverte, reformulation, et ensuite il y a le fait de rebondir. Le rebond. Donc le fait de rebondir, en fait, c'est tout simplement rendre le match conversationnel intéressant. Imaginez un match de ping-pong où il y a quelqu'un qui vous sert une balle, vous la récupérez pas, et vous servez à votre tour une autre balle. Ça, c'est les discussions où on s'écoute pas et où quelqu'un amène quelque chose, on rebondit pas dessus, et puis nous, on va servir autre chose. Du coup, dans ces discussions, bah, c'est pas intéressant, personne ne se comprend, c'est pas nourrissant, et on se sent pas écouté. Ça nous amène un peu nulle part, on balance des balles perdues comme ça. Donc, le rebond. Et cinquième composante, c'est le silence. Prendre le temps de poser des silences. Dans la relation amoureuse, c'est très important. Déjà, pour se prévenir d'une réaction et de balancer des mots qui ne correspondraient pas vraiment à ce que l'on veut dire et que l'on pourrait regretter, en fait, après. Le silence. S'autoriser le silence, c'est aussi s'autoriser l'écoute pleine et active, sincère de l'autre, où on va pas chercher à penser à ce qu'on aimerait dire, parce que tout simplement, on écoute pleinement, ensuite on se laisse un temps, quelques secondes pour digérer, et enfin répondre, dire ce que l'on veut dire. Donc ça, c'est l'écoute active. Empathie, question ouverte, reformulation, rebond, silence. Il y a aussi ce qu'on appelle la communication non violente. La communication non violente, elle a 4 grandes étapes. C'est OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Pour amener de la communication authentique et ouvrir la communication dans le couple, je peux utiliser la communication non violente. Donc le O, observer, il nous rappelle qu'en fait, on peut se rattacher aux faits, au factuel. Parce que souvent, en réalité, on joue le jeu du tu.
le tu qui tue. Tu fais ci, tu fais ça, on prête à l'autre des intentions qui, souvent, il n'a pas, et du coup, on amène vachement de poison dans cette discussion. En fait, ça devient la guerre, quoi. On balance des punchlines, on balance des reproches, c'est le tu qui tue. La communication non violente, elle nous suppose plutôt de jouer le jeu du je. J'observe ça, je ressens ça, j'ai besoin de ça, j'aimerais ceci ou cela. Qu'en penses-tu? Donc le O, quand on décrit les faits dans la relation amoureuse, en fait, on va revenir aux faits un peu comme un enquêteur de police. On va essayer d'être le plus factuel possible, ce qui est observable par tout le monde et ce qui est non discutable. Quoi, quand, combien de fois, voilà, on est sur le factuel, le matériel, le physique, vraiment ce qui est prouvable. Et par rapport à ça, par rapport à cette situation, on va exprimer notre sentiment. Il s'est passé ci et ça, tel nombre de fois sur telle période, et je me sens comme ça. Par exemple, la semaine dernière, 4 soirs dans la semaine, tu es rentré après 22 heures sans me prévenir. On peut faire encore plus précis, tu es rentré après 22 heures sans que je reçoive de textos. C'est factuel, je n'ai pas reçu les textos, tu es rentré après 22 heures. Je suis inquiet, donc là on expose notre sentiment, je suis inquiet, et le besoin, parce que j'ai besoin de te savoir en sécurité, parce que j'ai besoin d'être prévenu, d'être tenu au courant. J'ai besoin de communication, de transparence. Peu importe, voyez, vous verrez votre besoin. Donc c'est OSBD, observation, sentiment, besoin, et ensuite c'est demande. Dans un langage d'action positive, donc en évitant la négation, on va formuler une demande, voire faire une proposition, puis ouvrir avec une question. Par exemple, euh, ça serait plus confortable pour moi que tu m'envoies un message lorsque tu rentres après 20 heures. Euh, Est-ce que ça serait possible pour toi? Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, proposition, demande. Ou alors, juste demande. Comment on peut faire pour que tu te sentes libre de sortir avec tes amis le soir et que moi, je sois rassuré que tout va bien? Et là, l'autre va proposer ses propres solutions. Voilà, donc on comprend bien avec ces 4 étapes toutes bêtes que la communication non violente, elle peut nous aider à apaiser énormément de situations dans le couple. Donc le point 1, c'était que l'autre est le miroir de soi. Le point 2, c'était que dans la relation, on apprend à avoir une communication ouverte et authentique. Le point 3, c'est la gestion des émotions. Alors ça, évidemment, l'amour, la relation amoureuse nous met à l'épreuve de gérer nos capacités, de gérer notre frustration, de gérer parfois notre jalousie, de gérer notre peur de l'abandon, de la trahison, etc. Vraiment, la relation amoureuse va nous apprendre à gérer nos émotions si on n'a pas envie de rendre la relation trop irrespirable, j'ai envie de dire. Donc du coup, petit à petit, la relation amoureuse, elle peut être un terreau extrêmement fertile pour développer une autonomie émotionnelle, avec différentes techniques, hein, la méditation, la respiration, la sophrologie, l'écriture, la danse, la psychologie, un thérapeute, ce que vous voulez. En tout cas, comme la relation amoureuse, de toute façon, elle va venir nous activer émotionnellement, c'est une opportunité d'entamer un dialogue intérieur, de communiquer avec nos émotions, de les regarder en face et d'aller voir les besoins qu'elles expriment chez moi, euh, et prendre la responsabilité de mes émotions. Ça veut pas dire qu'on devient tapis de salle de bain sur lequel l'autre puisse s'essuyer et qu'aucune de nos émotions ne doivent être considérées comme une alerte. Il y a des émotions très vives et désagréables qui vont nous avertir sur effectivement une relation désalignée, peut-être une perversion narcissique, peut-être tout simplement une relation qui remplit pas nos besoins, et c'est ok. Mais il y a aussi plein d'autres émotions qui vont être, on pourrait dire, irrationnelles, c'est-à-dire qu'elles vont simplement nous parler à des parts très intimes, des blessures très anciennes, et du coup, on va fantasmer, mais au sens qu'on va interpréter, le mental va raconter des histoires, il va créer des scénarios, et puis là, c'est parti, quoi. On est en train de se créer une réalité dans notre tête, et le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel ou imaginé, donc du coup, on se met à ressentir ce que l'on imagine.
pour le meilleur ou pour le pire. Donc la relation va nous inviter avec des techniques qui nous sont propres à aller gérer ces émotions, à en prendre la responsabilité et à ne pas coller tout le temps nos états d'âme sur l'autre. Voilà. Ensuite, quatrième point, c'est que la relation, elle va nous aider aussi à sortir parfois de l'égoïsme, surtout quand on a envie de créer une relation équilibrée. Pour rappel, l'égoïsme, ce n'est pas s'occuper de soi. L'égoïsme, c'est demander à l'autre de faire passer mes besoins avant les siens. Et ça arrive souvent dans la relation. Surtout quand, voilà, on est un peu immature, on demande à l'autre de prendre soin de nos besoins alors que c'est à nous prioritairement d'en prendre soin. Une relation saine, équilibrée, hein, c'est pas un rapport de force où on amène l'autre à forcément nous protéger et à prendre soin de nous à notre place, mais c'est plutôt un espace de collaboration. Donc on va remplacer, en fait, dans la relation, on peut remplacer le qu'est-ce que je peux obtenir de l'autre par qu'est-ce que je peux offrir à moi-même puis à l'autre. Parce qu'en fait, ce qui se passe souvent dans nos relations, si on regarde bien, si on est un peu honnête, c'est que insidieusement, on attend toujours plus ou moins quelque chose de l'autre. De passer un moment de qualité, qui nous offre un cadeau, un partage d'opportunités. Il y a souvent dans nos relations un investissement. C'est peut-être pas tout à fait clair là quand je vous le dis, mais allez voir. Il y a toujours, ou en tout cas souvent, quelque chose qu'on obtient de la relation. Déjà, c'est bien de le regarder en face, et puis ensuite on peut switcher. Effectivement, telle ou telle relation, mes parents, mes amis, mon amoureux, mon amoureuse, euh, mes collègues au travail, mon boss, etc., euh, différents partenaires, ont un potentiel euh, de m'offrir quelque chose. Je peux obtenir de la sécurité, je peux obtenir des opportunités. Bon, bah, c'est ok. Mais est-ce que j'ai envie que la relation soit basée uniquement là-dessus? Peut-être que non. Donc du coup, qu'est-ce que je peux faire d'autre de la relation plutôt au-delà des opportunités et du potentiel, je dirais matériel et de survie, puisqu'en fait c'est très primaire hein, tout ça, que m'offre cette relation? Qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à mon tour? Et du coup, plutôt que de faire de l'égoïsme à vouloir que l'autre s'occupe de mes besoins avant des siens, on va plutôt passer par l'amour-propre. Je vais m'occuper de mes émotions, de mes besoins et de ce dont j'ai besoin pour me rendre ensuite disponible à l'autre et offrir à mon tour des instants, des moments, de l'attention et autres. Cinquième point, c'est que les relations amoureuses, elles nous invitent évidemment à dépasser nos schémas limitants. L'autre va nous mettre face à nos propres barrières. On va souvent rejouer des blessures du passé, des schémas de comportementaux euh, sous-tendus par un schéma de pensée qui ont été à notre rescousse pendant un certain temps, mais qui sont peut-être une limite pour nous aujourd'hui. Donc du coup, l'autre, il va nous mettre un peu face à tout ça. Et on va peut-être se rendre compte qu'à certains moments dans la relation, bah, on tourne en rond dans nos vieux schémas et que bah, c'est l'occasion d'aller les repérer, ces schémas, de prendre du recul, de comprendre la source du schéma, d'où est-ce que ça vient éventuellement, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui me déclenche, ça part d'où, et ensuite ça m'amène où, pour consciemment pouvoir répondre à ce schéma et réorienter nos pensées, nos actes et donc nos émotions. Quand on parle de schéma limitant, on peut aussi parler de schéma de réalité. En PNL, on parle de l'index de computation. Ça veut dire que notre réalité, ce que l'on perçoit, nos phénomènes, sont sous-tendus par trois grandes composantes qui sont nos pensées, nos comportements, nos actions et nos ressentis, nos émotions. Donc en fait, quand je vais aller explorer mes schémas limitants, mes schémas récurrents, mes comportements limitants ou récurrents, je vais aller essayer d'observer d'où est-ce que ça part. Est-ce que c'est une pensée qui déclenche mes comportements et mes émotions? Est-ce que c'est un comportement instinctif qui déclenche des émotions et des pensées? Ou est-ce que c'est une émotion un peu intuitive qui déclenche des pensées et des comportements? Enfin, vous voyez un peu le business. Donc la relation amoureuse, elle va nous mettre face à nos vieux carcans, elle va aussi nous donner l'opportunité euh, de déconstruire certaines choses et de créer de nouveaux schémas qui sont choisis et plus vertueux, plus alignés pour nous. Donc ça, évidemment, tout ce qu'on dit, c'est valable de manière unilatérale dans le travail que vous faites, vous, personnellement, dans votre introspection, mais ce qui est intéressant dans la relation, c'est de faire
un travail bilatéral, où on va partager ça avec l'autre, l'autre aussi, et on va ensemble essayer de s'explorer l'un l'autre dans la relation. Et pour ça, vous pouvez tout à fait introduire des rituels de couple sous forme de méditation, sous forme d'écrit, sous forme d'exercice. Moi, avec mon ex, j'avais fait, bon, ça le saoulait un peu, mais après, il était content. J'avais fait l'exercice des valeurs, on avait classé nos valeurs individuelles, puis on avait du coup partagé nos valeurs individuelles, on avait entouré les valeurs communes, du coup on avait fait un système de valeurs de couple, on avait décrit du coup ce qu'on avait envie d'amener dans la relation, comment on avait envie de nourrir par rapport à nos valeurs, notre relation. Et en fait, on pensait qu'on était très différents sur nos systèmes de valeurs, et quand on a comparé nos systèmes de valeurs, il y avait énormément de points communs. Il y avait des valeurs qui parfois étaient formulées avec un autre mot, mais qui en fait étaient de la même famille de valeurs. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas si différents que ça. Ça rapproche. Voilà. Et ensuite, vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme exercice. Mais ce qui est intéressant, c'est de le faire à deux, évidemment. Sixième point, c'est que la relation, elle nous invite aussi au lâcher prise. Ce qui est intéressant dans le terme lâcher prise, c'est qu'il y en a deux des termes. Il y a lâcher et il y a prise. Et lâcher prise, ça paraît bien beau comme ça, et ça paraît souvent très difficile parce que c'est un peu flou. La première chose pour lâcher prise, c'est d'identifier la prise. À quoi je m'accroche? C'est quoi la prise? C'est quoi la pensée récurrente que j'entretiens? C'est quoi la peur que j'entretiens? C'est quoi le besoin que j'entretiens? C'est quoi le biais relationnel que j'entretiens? C'est quoi le biais cognitif que j'entretiens? Une fois que j'ai identifié cette prise, ok, c'est ça que j'ai envie de lâcher. D'où ça vient? Pourquoi? Comment ça marche? Et du coup, comment je peux le lâcher? Donc l'autre et la relation amoureuse va nous inviter à lâcher prise puisqu'on ne peut pas tout contrôler de l'autre. Et je pense que pour bien vivre une relation, il faut être tout à fait OK avec le fait que l'autre peut partir du jour au lendemain et que moi aussi. Que l'autre peut mourir du jour au lendemain et que moi aussi. Qu'il peut tout arriver en fait, et que l'autre ne m'appartient pas et qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et que on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc, dans cette notion de lâcher prise, il y a une acceptation de l'imprévu et de l'impermanence de la vie. Et ça, ce mot impermanence, il est exacerbé dans la relation, et ça va aussi avec les émotions, les schémas, etc. Puisque l'autre va changer, va évoluer, l'autre va pas être toujours au top émotionnellement, l'autre ne va peut-être pas être toujours attentionné de la même manière, et là ça nous ramène au quatrième accord Toltec, je fais le mieux, je fais toujours de mon mieux, mais dans l'instant, le mieux d'hier n'est pas le même que le mieux d'aujourd'hui, etc. Et donc, face à l'impermanence de l'autre et à ma propre impermanence, on va devoir apprendre à lâcher prise, à accepter l'imprévu, l'impermanence et à cultiver de la confiance en l'autre pour lui donner le potentiel relationnel qu'il a, que l'on a. Et si l'autre nous trahit, si l'autre nous abandonne, si l'autre fait faux pas, eh bien, ça n'a rien à voir avec moi. Il est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, de ce qu'il dit, etc. Donc finalement, petit à petit, avec le lâcher prise, on va remplacer le besoin de contrôle par de la présence et de la conscience. Septième point et dernier point, et ça fait la suite logique de de ces sixième points lâcher prise, c'est qu'on va grandir ensemble. On va pas juste être ensemble. Et l'autre jour, j'ai vu sur Instagram une citation. Alors du coup, je sais, c'est quelqu'un qui citait un auteur. Du coup, je j'ai pas retenu cet auteur. Mais en gros, le propos, c'était que dans une relation long terme, on assiste aux funérailles et à la renaissance un nombre incalculable de fois de notre être aimé. Pourquoi? Parce que on évolue, on passe par plein de phases. Moi, c'est mon cas, et je sais que dans ma dernière relation, ça a fait très peur. Je passe par des phases où j'ai besoin d'aller très régulièrement faire des retraites dans un temple. Je passe par une phase où où je reprends des études en management parce que j'ai trouvé un master que j'ai envie de faire. Je passe par des phases où j'ai besoin de méditer 1 heure par jour. Je passe par des phases où, au contraire, je vais avoir besoin de me mettre dans l'art et dans les relations. Je passe par des phases professionnelles et personnelles diverses. Et l'autre aussi, à sa façon, il passe par ces phases. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le couple, c'est l'opportunité de vivre une belle série d'épisodes euh, où on se suit l'un l'autre et où
laisse la possibilité à l'autre d'être un peu phénix et de se mettre en cendre et de renaître de ses cendres pour le laisser évoluer. Là aussi, ça fait le pont du coup avec ce que je disais sur l'impermanence, parce que on a tendance à saisir ce que l'autre a été au moment où on en est tombé amoureux. Aïe aïe aïe, c'est un faux pas parce que l'autre évolue et moi j'évolue aussi, et c'est enfermant pour soi, pour l'autre et pour la relation que de vouloir euh, maintenir dans un carcan l'être qui par définition évolue euh, tout le temps. Donc voilà, finalement c'est une opportunité, la relation amoureuse, de grandir ensemble et d'aller explorer une diversité au fil des jours, des mois, des années. Donc plutôt que d'essayer de saisir l'autre, de le contrôler et de le limiter en voulant qu'il reste comme il a été dans ses projets et sa façon d'être, on va plutôt chercher pour rendre la relation épanouissante et potentielle dans ce développement, à encourager les projets personnels et communs, à valoriser la croissance, à valoriser les changements, à valoriser la diversité. On va passer du monde du monde du ou au monde du et. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on a souvent tendance à considérer que l'autre, il est ça ou ça. Il est con ou il est sage. Il est sportif ou il est feignant. Et peut-être que il est ça et ça, qu'il est con parfois et qu'il est sage parfois, qu'il est sportif parfois et qu'il est feignant parfois, et que tout ça, ça coexiste. Donc on va accepter cette diversité euh, et cette croissance, cette évolution sans la craindre. Voilà les amis, je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire sur potentiel de développement personnel qui sommeille dans la relation. Donc ben, je vous souhaite vraiment de vivre des relations, une relation amoureuse qui soit cet atelier de développement, qui vous permette de déployer vos ailes, qui permette à l'autre de déployer ses ailes pour que vous puissiez ensemble voler bien haut à une hauteur qui vous convient pour savourer la beauté du paysage de votre relation. Voilà, on terminera sur cette métaphore. Écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de février si vous écoutez cet épisode au mois de février, une bonne Saint-Valentin avec vous-même ou avec l'autre, si vous êtes célibataire ou en couple, peu importe, dans tous les cas, ça sera une opportunité d'introspection et de développement comme beaucoup de choses. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et prenez bien soin de vous. Bye bye.